Lors du barbecue du 4 juillet, grand-mère nous a remis à chacun un chèque de 15 000 $. Il ne vaut rien, a ri ma belle-mère. Il vient d'un compte clôturé. Mon demi-frère a déchiré le sien en deux. J'ai été la seule à garder le mien. Quand je suis allé à la caisse populaire, la guichetière a levé les yeux et a dit: « Tu n'es même pas sur le testament, ma chérie. » La voix de ma belle-mère trancha à travers la cuisine comme un couteau à pain, désinvolte et précise, pour que je ne me sente pas trop à l'aise à cette table. C'était le 4 juillet, et toute la famille Callaway s'était réunie dans la maison du lac de ma grand-mère sur le lac Seneca, dans le nord de l'État de New York. L'air sentait le charbon de bois et la citronnelle. Des banderoles rouges, blanches et bleues pendaient des chevrons du porche, et quelqu'un avait planté un drapeau miniature dans chaque épi de maïs sur la table. Ma grand-mère, Ruth, était assise au bout de la longue table en bois sur la terrasse arrière, ses cheveux blancs relevés par une pince en écaille de tortue, ses yeux se déplaçant lentement sur la famille comme si elle lisait une pièce remplie de preuves. Elle venait de distribuer 4 enveloppes, une pour moi, une pour ma demi-sœur, Brooke, une pour mon demi-frère, Marcus, et une pour mon frère biologique, Connor, qui n'était pas venu parce qu'il avait un truc à Austin, ce qui signifiait qu'il évitait notre père. Comme à chaque fête depuis qu'il avait eu 18 ans et était parti. J'ai ouvert mon enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 15 000 $. Mon nom était imprimé dessus en lettres capitales nettes. Helena Callaway. Je l'ai regardé fixement. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un dans cette famille m'avait donné quelque chose sans condition. Avant que je puisse dire un mot, ma belle-mère, Victoria, arracha le chèque de mes doigts. Elle le tint à la lumière comme si c'était un faux billet dans une station-service. « Oh, Ruth, dit-elle, sa voix dégoulinant de cette douceur particulière qui me donnait toujours la chair de poule. C'est si généreux, mais ils proviennent de cet ancien compte de la caisse populaire que tu as clôturé au printemps dernier. Tu te souviens, nous en avons parlé. Tu ne peux pas continuer à faire des chèques sur des comptes clôturés. C'est déroutant pour tout le monde. » Ma grand-mère ne dit rien. Elle prit son verre de thé glacé et but une longue gorgée. Marcus, le fils de Victoria de son premier mariage, n'ouvrit même pas son enveloppe. Il la déchira en deux et laissa tomber les morceaux sur son assiette comme des confettis. « Belle pensée, grand-mère Ruth, dit-il la bouche pleine de salade de pommes de terre. Peut-être que l'année prochaine, tu pourras juste offrir des cartes cadeaux. » Brooke, ma demi-sœur, hésita. Elle me regarda, puis Victoria, puis froissa son enveloppe et la jeta dans la poubelle près du barbecue. « Désolée, grand-mère, murmura-t-elle. J'ai regardé Ruth. Elle m'observait avec ses yeux bruns perçants, ceux qui ne manquaient jamais une décimale mal placée. Et puis, si rapidement que j'ai presque cru l'avoir imaginé, elle pressa son index contre ses lèvres. J'ai glissé le chèque dans l'enveloppe et l'ai mis dans ma poche. Personne n'a remarqué. Personne ne me remarquait jamais. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'étais allongé dans l'étroite chambre d'amis au 2e étage, celle avec le plafond en pente et la fenêtre qui ne fermait pas tout à fait, écoutant le lac clapoter contre le quai. Le chèque était posé sur la table de nuit à côté d'un verre d'eau et d'un exemplaire corné d'un roman de Patricia Highsmith que Ruth avait laissé là. À 8h15 le lendemain matin, je suis allé en ville en voiture. La caisse populaire était un petit bâtiment en briques sur la rue principale, coincé entre une quincaillerie et un restaurant qui sentait le bacon et le café brûlé. Je suis entré et j'ai tendu le chèque à une guichetière nommée Darlene, une femme avec des lunettes de lecture sur une chaîne et une tasse en céramique qui disait « La tante la plus passable du monde ». J'ai besoin de savoir si c'est valide, ai-je dit. Ma voix était stable, mais mes mains tremblaient à l'intérieur des poches de ma veste. Darlene a tapé. Elle a plissé les yeux. Elle a tapé encore un peu. Puis elle m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme une surprise professionnelle. « Il est tiré sur un compte actif », a-t-elle dit. « Les fonds sont disponibles. Voulez-vous le déposer ?» J'ai hoché la tête. Elle a tamponné le chèque. L'imprimante a reçu Vrombry. J'ai regardé le numéro. 15 412,16 $. Les 412 étaient à moi, raclés de mois de comptabilité en freelance pour de petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre un vrai comptable. Les 15 000 étaient à Ruth. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking de la caisse populaire et j'ai appuyé mon front contre le volant. C'était réel. Le chèque était vrai, ce qui signifiait que Victoria avait menti,
ce qui signifiait qu'elle mentait sur beaucoup de choses. Il faut comprendre comment fonctionne la famille Callaway pour comprendre pourquoi un chèque de 15 000 $ m'a fait pleurer sur un parking. Ma mère, Laura, est morte quand j'avais 11 ans. Cancer des ovaires, rapide, brutal et final. Elle était professeure de mathématiques au collège, aimait les mots croisés et tenait une feuille de calcul budgétaire qu'elle mettait à jour chaque dimanche soir. Elle m'a appris que les chiffres ne mentent pas. Les gens mentent. Les chiffres restent là et attendent que quelqu'un d'honnête les lise. Mon père, Denny, s'est remarié 14 mois plus tard. Victoria et Callaway. Née Victoria High, anciennement des Halles de Greenwich, une famille dont la richesse était profonde de 3 générations et dont la compassion était d'une superficialité d'environ une génération. Victoria a amené Marcus dans la famille. Marcus avait 2 ans de plus que moi, bruyant, confiant et spectaculairement moyen à tous les égards mesurables. Mais Victoria s'assurait que le monde le traite comme un prodige. Entraînement privé de cross, tuteur pour le SAT, une Audi neuve pour son 16e anniversaire. Moi, j'ai eu une calculatrice graphique d'occasion et un rappel que l'université n'est pas pour tout le monde. J'ai payé mes études à l'université publique. Je me suis spécialisé en comptabilité parce que j'étais doué avec les chiffres, comme ma mère, et parce que personne dans la maison Callaway ne pensait que la comptabilité méritait qu'on y prête attention. Elena fait les impôts était la façon dont il me décrivait lors des dîners. De la même manière qu'on dirait Elena nourrit le chat. C'était une corvée que quelqu'un devait faire, et j'étais ce quelqu'un. Il y a 3 ans, je vivais dans un studio à Syracuse qui avait un radiateur avec 2 réglages, volcanique et cassé. Je travaillais 60 heures par semaine dans un petit cabinet de comptabilité, gagnant 38 000 $ par an avant impôt. J'ai demandé à mon père de l'aide pour un dépôt de garantie pour un meilleur appartement, juste 2 000 $. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir dans son bureau, celui que Victoria avait redécoré avec des panneaux de noyer et des peintures à l'huile de chevaux que personne dans cette famille n'avait jamais monté, et a secoué la tête. Elena, nous aimerions t'aider, mais l'argent se fait rare en ce moment. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es comptable, non? Gère mieux ton budget. L'argent se faisait rare. J'ai entendu ces mots un mardi. Le jeudi, Marcus a posté une photo Instagram d'un complexe hôtelier dans les îles turques et caïques. En légende, il remerciait maman et papa pour le voyage d'anniversaire. Le prix de la chambre était de 1 400 $ par nuit. Je le savais parce que j'avais fait la réconciliation des cartes de crédit de la famille le mois précédent. Il ne prenait même pas la peine de me le cacher parce qu'il ne pensait pas que je faisais attention. Mais le truc avec les comptables, c'est que faire attention est littéralement ce que nous faisons. Ma mère m'a appris que les chiffres restent là et attendent que quelqu'un d'honnête les lise. J'étais honnête, et je lisais. Il y a 2 ans, j'ai appris l'existence de la fiducie. Pas par mon père, pas par Victoria, mais par une lettre arrivée chez Ruth, qui m'a été transférée par accident. C'était un relevé trimestriel d'une société de courtage dont je n'avais jamais entendu parler. Il montrait un solde de 520 000 $ dans une fiducie établie par ma grand-mère maternelle, Dorothy Weston, qui était décédée quand j'avais 9 ans. La fiducie devait m'être libérée à mes 25 ans. J'avais 27 ans quand j'ai trouvé cette lettre. Je n'en avais jamais vu un centime. Quand j'ai interrogé mon père à ce sujet, il n'a pas scié. Cette fiducie a été restructurée il y a des années, a-t-il dit. Le capital a été déplacé dans un compte d'investissement familial pour des raisons d'efficacité fiscale. Victoria et moi le gérons en ton nom. Quand le moment sera venu, nous le libérerons. Quand le moment sera venu. Cette phrase me hantait. J'ai demandé à voir les relevés. Il a dit que le conseiller financier les enverrait. Ils ne sont jamais arrivés. J'ai demandé à nouveau. Il a dit qu'il s'en occuperait. Il ne l'a pas fait. J'ai demandé une 3e fois. Et Victoria m'a prise à part. Elena, a-t-elle dit, sa main manucurée sur mon épaule comme une griffe enveloppée de soie. Ton père et moi avons protégé cet argent pour toi parce que, franchement, tu n'as pas la sophistication financière pour gérer ce genre de richesse. Tu es une aide comptable. Vous équilibrez des chéquiers. C'est différent. C'est de l'argent réel. Je suis une experte comptable certifiée, ai-je dit. Elle a souri. J'ai arrêté de demander, mais je n'ai pas arrêté de compter. Assis sur ce parking de la Caisse populaire, j'ai refait le calcul une fois de plus. L'Audi de Marcus,
les frais de scolarité de l'école privée de Brooke, la rénovation de la cuisine, le bateau, les voyages, les investissements dans la série d'idées commerciales ratées de Marcus, un food truck qui n'a jamais quitté l'allée. Une marque de vêtements qui n'a produit exactement aucun vêtement, un investissement en crypto-monnaie qui s'est évaporé en 6 semaines. 520 000 $ ne durent pas longtemps quand 5 personnes les dépensent et qu'une seule personne les a gagnés. Je suis allé en voiture chez Ruth, pas la maison du lac où la famille séjournait. Sa vraie maison, une demeure coloniale grise sur une colline à l'extérieur de la ville, entourée de bouleaux et absolument silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir. Elle était dans son bureau, assise à son bureau à cylindre, une tasse de café noir fumant à côté d'une pile de bloc-notes juridiques. Elle n'avait pas l'air fragile. Elle avait l'air d'une femme qui faisait du calcul mental depuis 81 ans et qui ne s'était jamais trompée. « Tu es allé à la caisse populaire », dit-elle sans se retourner. « Il a été accepté », ai-je dit. 15 000 $. C'est réel. Bien sûr que c'est réel. Elle se tourna pour me faire face. Je suis vieille, Helena. Je ne suis pas incompétente. Malgré ce que ta belle-mère raconte à l'avocat de la famille à chaque occasion. La fiducie, ai-je dit. Ils l'ont prise. Ruth resta silencieuse un moment. Ta grand-mère, Dorothy, a mis cet argent de côté parce qu'elle croyait que tu étais la seule dans cette famille à comprendre la valeur d'$1. Elle avait raison. Denny m'a dit que tu avais signé un report. Il m'a montré une lettre avec ta signature. Je n'ai jamais rien signé. Je le sais maintenant, a dit Ruth. Mais il me faut plus que des soupçons. Victoria a murmuré à mon avocat des histoires de déclin cognitif. Si je les accuse sans preuve solide, ils demanderont une mise sous tutelle, et je perdrai le contrôle de tout avant de pouvoir le protéger. Combien représente tout? Ruth me regarda par-dessus ses lunettes de lecture. La succession est évaluée à environ 12 millions de $. La maison du lac, cette propriété, les comptes d'investissement, les terres forestières au nord. Je prévoyais de tout diviser équitablement, mais s'ils ont commis une fraude, la disposition de la fiducie est claire. La fraude annule le legs. Je me suis assise. Mes mains étaient stables maintenant. Le tremblement avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de froid et de précis. Le sentiment que j'ai quand j'ouvre une feuille de calcul et que je sais que quelque part dans la colonne J, quelqu'un a menti. Que as-tu besoin que je fasse? Ruth a pris le téléphone. Je vais appeler ton père. Je vais lui dire que je veux restructurer la distribution de la succession, l'accélérer, éviter l'homologation, mais que j'aurai d'abord besoin d'un examen financier complet. Les documents de la fiducie, les registres d'investissement, tout sur la table. Je leur donne 72 heures. Ils vont tout fabriquer, ai-je dit. Ruth a souri. C'était le sourire d'une femme qui avait survécu à un mari, à 2 récessions et à 70 ans de gens qui la sous-estimaient. Je compte là-dessus. Elle a composé le numéro. J'ai écouté sur le haut-parleur. Denny, dit-elle, sa voix fine et vacillante. Une performance si convaincante que j'ai presque cru moi-même. J'ai réfléchi. Je ne veux pas que vous, les enfants, vous battiez pour la succession quand je ne serai plus là. Je veux tout restructurer maintenant. Déplacer les actifs majeurs dans une fiducie familiale avec toi et Victoria comme cofiduciaire. J'ai entendu mon père inspirer brusquement. Maman, c'est incroyablement généreux. Nous pouvons venir ce soir. Pas encore, a dit Ruth. Mon avocat, Alan Whitfield, veut voir une comptabilité complète d'abord. La fiducie de Dorothy pour Helena, les registres d'investissement, tout, juste pour confirmer que tout a été géré correctement. Apportez-le à son bureau vendredi matin. Une fois qu'Alan aura donné son accord, nous irons de l'avant. Bien sûr, a dit mon père. Sa voix vibrait d'une avidité à peine dissimulée. Nous avons tout organisé. Aucun problème. Ruth a raccroché et m'a regardé. Voici le truc quand on est la comptable invisible de la famille. Pendant 6 ans, j'avais fait les déclarations de revenus de la famille Callaway. J'avais configuré leurs QuickBooks. J'avais organisé leur stockage en nuage. J'avais configuré le Google Drive familial partagé parce que Victoria m'avait une fois appelé en panique à 23 heures parce qu'elle ne savait pas comment télécharger un PDF. Ils n'ont jamais changé les mots de passe.
Ils n'ont jamais restreint mon accès. Ils n'y ont même jamais pensé parce que j'étais juste Elena, la fille qui équilibrait l'échiquier. On ne ferme pas la porte à clé quand on pense que la personne à l'intérieur est trop stupide pour savoir ce qu'elle regarde. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au Google Drive de la famille. Pendant les 12 premières heures, rien ne s'est passé. Puis, à 22h47 le mercredi, les téléchargements ont commencé. J'ai regardé les notifications défiler sur mon écran comme un téléscripteur boursier annonçant de mauvaises nouvelles. Résumé fonds fiduciaire, brouillon.xlsx téléchargé par Denny Callaway. Modèle relevé de courtage.pdf téléchargé par Victoria Callaway. Résumé fonds fiduciaire, v2.xlsx téléchargé par Denny Callaway. Fiducie Dorothy Weston, final.pdf téléchargé par Victoria Callaway. Notification de suppression, résumé fonds fiduciaire, brouillon v2.xlsx supprimé par Victoria Callaway. Il construisait les registres à partir de rien parce que les registres n'existaient pas. Parce que l'argent avait disparu. Il ne savait pas que Google Drive conserve un historique des versions de chaque fichier. Il ne savait pas que les fichiers supprimés vont dans un dossier corbeille qui les conserve pendant 30 jours. Ils ne le savaient pas parce qu'ils n'ont jamais demandé. Et ils n'ont jamais demandé parce qu'ils pensaient que j'étais un meuble. À 2h13 du matin le jeudi, le fichier final est apparu. Fiducie Dorothy Weston, relevé complet.pdf. Je l'ai téléchargé. Pour une personne normale, il avait l'air impeccable. Il avait le logo de la société de courtage. Il avait la bonne adresse et le bon numéro de téléphone. Il montrait un solde actuel de 520 000 $ soigneusement répartis entre 3 fonds communs de placement. Il y avait des rendements trimestriels, des historiques de transactions et un barème des frais de gestion. C'était professionnel, détaillé et complet. Je ne suis pas une personne normale. Je suis une experte comptable certifiée qui a passé 4 ans à auditer des états financiers. Un document n'est pas seulement des mots et des chiffres sur une page. Pour moi, c'est un système, et les systèmes ont des règles. J'ai ouvert la feuille de calcul dans Excel et j'ai commencé à la décortiquer. La première chose que j'ai vérifiée, c'est le calcul. Dans un relevé de courtage légitime, chaque nombre est lié à tous les autres. Les dividendes se retrouvent dans les totaux de réinvestissement. Les frais de gestion réduisent le solde d'un pourcentage précis. Les rendements trimestriels sont composés. Selon les données de performance des fonds publiés, leurs chiffres ne correspondaient pas. Les dividendes du T3 montraient 4 215 $ réinvestis dans le fonds de croissance, mais le solde du fonds de croissance n'a augmenté que de 3 800 $ entre le T2 et le T3. Il y avait un écart de 415 $. Une vraie société de courtage ne produirait jamais un relevé avec un écart de 415 $ parce que le logiciel génère ces chiffres automatiquement. Un humain qui l'invente ne le remarquerait pas parce qu'il ne pense pas en termes de réconciliation. Moi, si. Ensuite, j'ai vérifié le formatage. La société de courtage qu'ils imitaient utilise un modèle de rapport propriétaire. Le relevé utilise du Garamond 11 points pour le corps du texte et du Helvetica 9 points pour les notes de bas de page. Le document que Victoria a créé utilisait du Times New Roman 12 points partout, qui est la police par défaut dans Microsoft Word. C'est comme se présenter à un gala en cravate noire en short cargo. Si vous savez ce que vous regardez, ça saute aux yeux. Ensuite, j'ai vérifié les données de performance des fonds. Ils avaient listé 3 fonds communs de placement par leur symbole boursier. J'ai extrait les rendements historiques réels de la base de données publique de Morningstar et les ai comparés ligne par ligne. Leur rendement trimestriel fabriqué était proche, mais pas exact. Au T2, ils indiquaient le rendement du fonds obligataire à 1,87%. Le rendement réel était de 1,62%. Ils n'ont pas vérifié. Ils ont deviné, et ils ont mal deviné. Enfin, j'ai vérifié les métadonnées. Les propriétés du PDF montraient qu'il avait été créé le mercredi à 23h58 en utilisant Microsoft Word 2019. Le champ auteur indiquait le Surface Pro de Victoria. Un relevé de courtage légitime serait généré par le logiciel de rapport de la firme, pas construit dans Word sur un ordinateur portable personnel à minuit. J'ai tout sauvegardé, le fichier, l'historique des versions, les journaux de suppression, le rapport de métadonnées, la comparaison Morningstar, l'analyse de la réconciliation. J'ai tout mis sur une clé USB cryptée et l'ai enfermé dans la boîte à gants de ma voiture. Puis j'ai appelé Ruth.
Ils ont utilisé du Times New Roman, ai-je dit. Il y eut une pause. Puis Ruth a ri. Un vrai rire, plein et vif, le son d'une femme qui attendait depuis très longtemps que quelqu'un dans cette famille fasse ses devoirs. Vendredi, donc, a-t-elle dit. Le bureau d'Alan Whitfield se trouvait au 3e étage d'un immeuble en briques sur la rue principale de Geneva, New York. C'était le genre de cabinet d'avocat qui n'avait pas été redécoré depuis 1994. Tout en moquette vert foncé, diplômes encadrés et une table de conférence qui pouvait accueillir 12 personnes, mais qui n'en accueillait généralement que 3. Le vendredi matin, elle en accueillait 7. Alan à la tête, Ruth à sa gauche, moi dans le coin près de la télévision montée sur le mur, mon sac d'ordinateur sur les genoux, et à exactement 10 heures, les doubles portes se sont ouvertes et sont entrés mon père, Victoria et Marcus. Victoria portait un blazer de couleur crème et des clous d'oreilles en diamant. Denny portait son plus beau costume bleu marine. Marcus les suivait dans une veste de sport qui avait encore l'étiquette rentrée dans le col. Il ressemblait à une famille arrivant à une signature de contrat, prête à signer et à encaisser. Ils ne m'ont pas regardé. Pour eux, je faisais partie du décor. Une assistante technique, une rallonge avec un pouls. Merci à tous d'être venus, a dit Alan, ajustant ses lunettes de lecture. Ruth a demandé un examen complet de la fiducie Dorothy Weston avant de procéder à la restructuration de la succession. Denny, je crois comprendre que vous avez apporté la documentation. Mon père a posé un portefeuille en cuir sur la table. Il a atterri avec un bruit sourd et satisfaisant, le son d'un homme qui pensait être sur le point d'hériter de 12 millions de dollars. Tout est là, a-t-il dit, affichant un sourire si confiant qu'il en était presque indécent. La fiducie a été gérée de manière conservatrice. Le solde est solide. L'argent d'Elena est en sécurité. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, a dit doucement Ruth. Elena, pourrais-tu le mettre à l'écran? En bien grand pour que je puisse suivre. Denny m'a jeté un coup d'œil. Vas-y, a-t-il dit. De la même manière qu'on dit à un chien d'aller chercher. Victoria s'est penchée vers moi. Juste la page de résumé, a-t-elle chuchoté. Ne te complique pas la vie. Bien sûr, ai-je dit. Je suis doué avec les chiffres. J'ai connecté mon ordinateur portable à l'écran mural. J'ai affiché leur PDF. Le relevé a rempli l'écran. 520 000 $, 3 fonds, 12 trimestres de données de performance. Ça avait l'air propre. Tout est en ordre, a dit Denny. Comme vous pouvez le voir. En fait, ai-je dit, j'aimerais passer en revue quelques points, puisqu'il s'agit d'un examen formel. Denny s'est agité sur son siège. La mâchoire de Victoria s'est crispée, mais il ne pouvait pas s'y opposer. Pas devant Alan. Pas sans avoir l'air d'avoir quelque chose à cacher. Bien sûr, a dit Victoria avec un sourire qui aurait pu couper du verre. J'ai commencé par le calcul. Ce relevé indique 4 215 $ de dividendes du T3 réinvestis dans le fonds de croissance, ai-je dit, en surlignant la cellule. Mais le solde du fonds de croissance n'a augmenté que de 3 800 $ entre le T2 et le T3. Cela laisse 415 $ non comptabilisés. Un arrondi, a dit rapidement Denny. L'arrondi ne crée pas un écart de 415 $ dans un relevé généré par un système, ai-je dit. Les logiciels de courtage calculent cela au centime près. Ils y sont obligés. C'est une exigence de la Security and Exchange Commission. La pièce était silencieuse. Je suis passé au formatage. La société de courtage que vous imitez utilise du Garamond 11 points pour le corps du texte et du Helvetica 9 points pour les notes de bas de page, ai-je dit. J'ai affiché un relevé authentique du site web de la firme, qu'ils publient comme échantillon sur leur page de relations avec les investisseurs. Je l'ai mis côte à côte avec le document fabriqué. Votre document utilise du Times New Roman 12 points. C'est la police par défaut de Microsoft Word. Le visage de Victoria est devenu pâle, pas blanc, gris, comme du béton en hiver. Je suis passé aux données des fonds. Voici les rendements trimestriels réels pour chacun de ces 3 fonds, extraits directement de la base de données publique de Morningstar, ai-je dit en mettant la comparaison à l'écran. Au T2, vous avez indiqué le fonds obligataire à 1,87%. Le rendement réel était de 1,62%. Au T4, vous avez indiqué le fonds d'action international à 3,41%.
Le rendement réel était de 2,98%. Aucun de vos chiffres ne correspond à la performance réelle des fonds. Marcus regardait fixement ses mains. Denis serrait le bord de la table. Victoria était parfaitement immobile, comme une femme calculant combien de sorties il y a dans la pièce. Et enfin, ai-je dit, j'ai affiché l'écran des métadonnées. Ce document a été créé le mercredi à 23h58. Le logiciel utilisé était Microsoft Word 2019. Le champ auteur indique les surfaces pro de Victoria au point. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Un relevé de courtage réel serait généré par la plateforme de rapport de la firme, ai-je dit. Il ne serait pas rédigé sur un ordinateur portable personnel à minuit, 2 jours avant un examen juridique. Je me suis tourné vers mon père. Il ne voulait pas me regarder. Vous n'avez pas géré la fiducie, ai-je dit. Vous l'avez dépensée. Et quand on vous a demandé de prouver qu'elle existait encore, vous avez construit un faux relevé dans Word, l'avez rempli de chiffres inventés. Et avez supposé que personne ne vérifierait parce que la seule personne dans cette famille qui pouvait vérifier est celle que vous appelez une aide comptable glorifiée depuis 10 ans. Victoria a explosé. C'est absurde. Elle manipule. Les données sont à l'écran, Victoria, a interrompu Alan Whitfield. Sa voix était stable et absolument létale. Les métadonnées proviennent de votre propre appareil. Les chiffres ne concordent pas. Et vous avez soumis ce document à une procédure judiciaire en le présentant comme exact. Comprenez-vous les implications de cela? Silence. Denis s'est raclé la gorge. Sa voix est sortie en un murmure. Nous avons eu quelques problèmes de trésorerie il y a quelques années. Nous avons emprunté à la fiducie temporairement. Nous avions l'intention de le remplacer. Combien avez-vous remplacé? A demandé Alan. Denis n'a pas répondu. Combien, Denis, a dit Ruth. Sa voix ne tremblait plus. Elle était de fer. Rien, a finalement dit Denis. Nous l'avons utilisé pour les frais de subsistance, les entreprises de Marcus, la rénovation de la maison. Nous allions le rembourser. Alan a ouvert un dossier. Il a lu un document que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose que Ruth et lui avaient clairement préparé à l'avance. Le plan successoral de Ruth inclut une clause standard de fraude et de malversation, a-t-il dit. Tout bénéficiaire reconnu coupable de fraude financière, de faux ou de fausses déclarations perd sa part de la succession. La partie perdue est redistribuée aux autres bénéficiaires. Il a fermé le dossier. Denis, Victoria, vous avez soumis un document financier fabriqué à ce bureau. Vous avez avoué avoir détourné 520 000 $ d'une fiducie protégée. Selon les termes du plan successoral, votre part combinée des 12 millions de dollars est maintenant annulée. La chaise de Victoria a raclé le sol en arrière. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous nous battrons. Nous intenterons un procès. Vous êtes libre d'essayer, a dit Alan. Mais je dois mentionner que le rapport de métadonnées, l'historique des versions de Google Drive et la comparaison Morningstar ont déjà été transmis à un expert comptable judiciaire au bureau du procureur. La décision de porter des accusations criminelles leur appartient, pas à moi. Marcus s'est levé si vite que sa chaise a heurté le mur. C'est insensé. Je n'ai rien à voir avec la fiducie. Tu as dépensé l'argent, Marcus, ai-je dit calmement. Le food truck, la ligne de vêtements, la crypto, c'était mon héritage. Je ne savais pas d'où ça venait. Maintenant tu sais. Denis s'est tourné vers Ruth. Son visage s'effondrait. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père ressembler à un homme qui comprenait qu'il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais racheter. Maman, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Ruth se leva lentement. Elle mesurait 1,57 m et avait 81 ans. Et à ce moment-là, elle était la personne la plus grande de la pièce. Elena est ma famille, a-t-elle dit. Elle a nettoyé les dégâts de cette famille pendant une décennie. Elle a fait vos impôts. Elle a organisé vos dossiers. Elle a construit vos feuilles de calcul. Et vous l'avez remerciée en volant son héritage et en lui disant qu'elle n'était pas assez intelligente pour le remarquer. Elle m'a regardé. Elle a remarqué. La sécurité les a raccompagnés. Victoria s'est arrêtée à la porte et m'a attrapé le bras. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. Tu crois que tu as gagné, siffla-t-elle.
Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. J'ai retiré sa main doucement, comme on fermerait un grand livre de comptes à la fin d'un long audit. Je suis une experte comptable certifiée, Victoria, ai-je dit. Je n'ai pas besoin d'être quelque chose. J'ai juste besoin d'être précise. La porte s'est refermée derrière eux. Plus tard, Ruth et moi nous sommes assises sur le porche de sa demeure coloniale grise, regardant le soleil se coucher sur les bouleaux. L'air sentait le pain et l'eau du lac. Et quelque part en bas de la colline, un huard appelait à travers le lac. Tu es en deuil, a dit Ruth. Je le suis, ai-je dit. C'est naturel. Tu n'as pas seulement perdu un père aujourd'hui. Tu as perdu l'idée d'un père. Elle a posé sa main sur la mienne. Ta grand-mère Dorothy aurait été si fière de toi, a-t-elle dit. 8 mois plus tard, la fiducie a été renflouée avec les actifs gelés des comptes de Denny et Victoria. Le bureau du procureur a porté des accusations. Denny n'a pas contesté l'accusation de détournement de fonds et a reçu 3 ans de probation et une restitution complète. Victoria a contesté les accusations et est allée en procès. Elle a été reconnue coupable de faux et de fraude. Marcus n'a pas été inculpé, mais il a perdu sa part de la succession en vertu de la clause de malversation. J'ai déménagé de Syracuse. J'ai ouvert mon propre cabinet d'expertise comptable judiciaire dans un petit bureau au-dessus d'une librairie à Ithaca. Ma première cliente était une femme dont l'ex-mari avait caché des actifs pendant leur divorce. J'ai trouvé 340 000 $ dans une société écran enregistrée à l'adresse de sa mère. L'affaire a été réglée en 9 jours. Ruth et moi avons passé Thanksgiving à Key West. Elle a commandé un Manhattan dans un bar au bord de l'eau et a porté un toast à la mémoire de ma grand-mère. J'ai commandé la même chose. Mon père a appelé le mois dernier. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai mis le téléphone en sourdine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis remise au travail. Les chiffres ne mentent pas. Les gens mentent. Et si vous êtes assez patient, assez honnête et assez précis, les chiffres vous diront exactement qui a menti et depuis combien de temps. La compétence n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a juste besoin d'une feuille de calcul, et c'est suffisant.